États-Unis 0. C'est John Plassard qui nous en parlait parce que Volkswagen investit 5 milliards de dollars dans une coentreprise avec Rivian. Rivian en profite d'ailleurs particulièrement, mais Volkswagen va pouvoir s'adjuger les technologies de Rivian dans l'électrique. C'est un premier but allemand, et le deuxième but allemand, c'est qu'il semble que Bosch s'intéresse fortement à Whirlpool, l'américain Whirlpool. Le titre Whirlpool progresse aujourd'hui à Wall Street. Peut-être Bosch va-t-il le rappeler. 2-0 dans ce cas-là pour l'Allemagne. Ce serait un deuxième but pour l'Allemagne. Le titre Whirlpool gagne en ce moment un peu plus de 10% à Wall Street. On en parlait donc avec John Plassard. 2-0 pour l'Allemagne face aux États-Unis. C'était dans USA Today. Si vous avez raté le direct, les explications de John, eh bien l'argumentaire, l'analyse complète de John sont disponibles en replay sur notre application BFM Business. Ça y est, ça a été mis en ligne il y a quelques instants. Et plus globalement, quel potentiel pour le marché? Igor Demac nous accompagne, Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Guillaume. Ainsi que Thierry Leclerc pour AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Guillaume. Bienvenue messieurs. Le CAC 40 aujourd'hui recule de 0,6%. On est à 4 jours maintenant des législatives. Pour l'instant, sur les marchés, on continue à danser la valse. On poursuit la valse. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs. Ces législatives sur les marchés sont une valse à 3 temps. Le premier mouvement, c'était juste après l'annonce de la dissolution, grosse tension. Le CAC 40 a perdu 6%, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne s'est amplifié. C'était le premier mouvement, on a dû encaisser. Deuxième mouvement, c'est celui dans lequel on se trouve. Le statu quo sur les marchés, on acte et on attend surtout pour savoir à quelle sauce on sera mangé à l'issue du résultat de ces législatives. On sent sur les marchés d'abord de l'attentisme. C'est le deuxième mouvement dans lequel on est en ce moment. Et le troisième mouvement, il est à venir. Ce sera la réaction au résultat des élections. Cette réaction sera-t-elle brutale? Igor. J'ai l'impression que vous avez déjà choisi avec le bruit de glace. Mais alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une élection à 2 tours. Donc après le premier tour, il faudra voir les projections définitives, puisque en nombre de députés, c'est pas tout à fait similaire au pourcentage. Elle peut être brutale. Moi, je pense uniquement si on a un scénario d'un gouvernement à majorité absolue, entre guillemets, avec des mesures anticapitalistes. Ce que les marchés anglo-saxons, puisque c'est eux qui nous dirigent, ne price pas du tout là. Ne price pas. Ne price pas parce que ça n'est jamais vraiment arrivé, à part en mai 81, où en fait le CAC 40 a subi sa plus forte baisse mensuelle de l'histoire, même plus qu'en 1940 et plus qu'en 2008, donc moins 31%. Donc je pense que ce scénario-là, il y a une faible probabilité, très faible, mais ce scénario-là n'est pas aujourd'hui dans les marchés. Le scénario qui est dans les marchés, me semble-t-il, c'est soit un gouvernement évidemment centré autour du Rassemblement national, qui a une conscience fiscale, et là on se dirige un peu vers une espèce de mélonisation de la France. C'est un scénario qui est maintenant dans pas mal de commentaires qu'on peut lire. Soit un scénario un peu type néerlandais, Mark Rutte, avec une grande coalition. Mais pour ce faire, il faut être d'abord un très bon politicien. Il faut avoir une capacité d'union, puisque le futur secrétaire général de l'OTAN a gouverné avec quasiment tous les partis pendant plusieurs mandats. Donc c'est un peu ces deux scénarios que les marchands ont en tête, et entre ces deux scénarios, c'est un peu le vide. Donc aujourd'hui, c'est la question, mais je pense que la baisse du spread, le calme montre aussi qu'on n'est pas dans une situation apocalyptique. Oui. On est dans une situation qui est difficile sur les comptes publics, mais ça, on y reviendra. Sur les comptes publics, mais en gros, et pour parler clair aussi, le programme du Rassemblement national, si le Rassemblement national obtenait une majorité absolue, on parle du programme économique et uniquement d'économie vu des marchés, ici dans BFM Bourse. Ce programme a beaucoup moins de quoi faire peur aujourd'hui qu'il y a 10 jours, par exemple. Ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, c'est ça? Oui, d'abord, les promesses de campagne ne sont pas la réalité. On l'a encore vu en Italie. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a deux rappels historiques que je fais souvent. C'est la mise sous tutelle, ou en tout cas l'intervention du FMI au Royaume-Uni, qui est quand même un pays ultra-capitaliste, en 1976. Et puis, le deuxième contre-exemple, c'est Tsipras, qui en Grèce applique un programme du FMI qui est extrêmement difficile. Donc, en fait, vous voyez, l'être politique n'est pas toujours le même avant et après son élection. Et puis après, il y a la réalité. Donc la réalité, c'est gérer un pays qui se finance avec des non-résidents qui représentent plus de 50% du financement de la dette. Jean-Philippe Tanguy, des rangs du RN, et là on est sur un profil purement politique. Ce sera important, le profil juste pour essayer d'anticiper ce que seraient les réactions de marché vraiment dans les premiers jours, au moment où on sera entre le résultat des élections et la constitution du gouvernement et l'annonce, ça y est, du ministre de l'économie. Est-ce que le nom du ministre de l'économie pour les marchés sera peut-être même plus important que le nom du Premier ministre? Igor. Écoutez, quand je vois toutes les grandes figures intellectuelles qui ont défilé depuis 1974 à ce poste et les comptes publics français,
je suis pas complètement convaincu par le raisonnement qui dit c'est parce qu'on est compétent techniquement qu'on sait gérer les finances publiques. Bon, il faut avoir quelqu'un qui puisse être crédible, mais surtout quelqu'un qui soit plutôt neutre. Parce qu'en fait, on est déjà sous tutelle, on est sous surveillance de l'Europe, on est dans une union monétaire. Donc le ministre de l'économie, finalement, il n'a pas un pouvoir gigantesque, il en a de moins en moins. Ce qui est très intéressant de regarder sur l'exemple de la France, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de complaisance de la part des marchés financiers, mais en fait, on est un des pays les plus leveragés, avec le plus de dettes en zone euro désormais. Il y a 3 périodes. La période 2000-2008, où en fait, on est en dessous de la moyenne de la zone euro en termes d'endettement public sur PIB ou d'endettement total, c'est-à-dire quand on inclut l'endettement des ménages et l'endettement des entreprises hors financières. 2008, on commence à dépasser la moyenne. Et 2012, on est systématiquement au-dessus de la moyenne. Et là, on a un gros écart et on n'a fait aucun effort. Pourquoi on n'a fait aucun effort? Parce que les autres pays qui étaient dans cette situation-là ont été punis. Grèce, Portugal, Espagne, Italie. Donc nous, on attend un petit peu la punition, on attend un peu la fessée, même si je crois que c'est interdit maintenant par l'Union européenne. Mais je pense qu'on va être confronté à des mises sous tutelle de fait. Donc le poste de ministre de l'économie et des finances, à mon sens, n'est pas crucial. Après, c'est plus la gouvernance globale, la mandature qui va émerger de ce vote qui sera importante. Mais il y a plein d'exemples, on le citait, de formations politiques, même en Allemagne, de coalitions complètement contre nature, qui font que il faut quand même gérer le pays, il y a des citoyens et il y a des entreprises à faire tourner. Thierry, alors vous suivez les marchés à travers les valeurs aussi, les petites et moyennes valeurs, entre autres, qui décollaient, qui redémarraient, qui se réveillaient jusqu'à l'annonce de la dissolution. Et depuis, les petites et moyennes valeurs françaises souffrent davantage et sous-performent d'ailleurs les autres petites et moyennes valeurs en Europe. Qu'est-ce que vous dites à vos clients là-dessus? Est-ce qu'il faut revenir? Est-ce que ces baisses sont des points d'entrée ou on attend? Enfin, comment vous regardez le potentiel et l'impact boursier? Vous prendriez, Igor, un call plus agressif ou pas? Enfin, on a vu quand même des baisses de marché très très nettes depuis l'annonce de la dissolution, mais on voit que sur l'obligataire, finalement, les dégâts sont un peu moins importants qu'ils ne l'ont été sur le marché action. Est-ce que ça, c'est signe qu'il y a peut-être un potentiel de rebond à venir, surtout si finalement le marché se dit, économiquement, c'est peut-être pas... peut-être que si, bref, en tout cas, la France ne va pas dans le mur. Voilà, si le marché se dit au lendemain des législatives, économiquement, en termes de budget, la France évitera le mur. Les petites valeurs françaises sont plus exposées en fait au PIB domestique, entre guillemets, enfin l'activité domestique. Mais il y en a aussi qui sont internationales. Donc je pense que là, c'est un moment un peu crisique. C'est normal que ça baisse. Nous, on a toujours pensé qu'il y avait un avantage de valorisation. Il faut traverser les 3 à 6 mois prochains. La trajectoire de croissance économique de la France, c'est important pour même les grandes valeurs. Alors c'est vrai que les valeurs du CAC 40, LVMH, font plus d'affaires véritablement en France. En tout cas, la majorité de la marge est faite à l'étranger ou avec des clients étrangers. Mais si on a un potentiel de croissance bien moins élevé que les autres, ça va aussi se refléter dans les comptes des entreprises françaises grandes. Donc je pense que le sujet est le même. L'avantage, c'est que les petites valeurs, elles coûtent moins cher, elles sont plus découtées historiquement. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à les regarder. Et peut-être que cette crise politique va nous offrir des points d'entrée. Mais je pense que c'est aussi vrai pour l'élection américaine. La volatilité, c'est l'ami du gérant, l'ennemi du client, j'ai l'habitude de dire. Si vous avez des questions, vous tous qui nous suivez, d'ailleurs, n'hésitez pas vos questions à nous les envoyer chaque jour. Ce QR code qui apparaît depuis le milieu de l'après-midi sur vos écrans si vous nous suivez à la télévision. Et si vous êtes à la radio, vous pouvez nous adresser vos questions sur votre portefeuille boursier, l'impact des législatives, mais aussi toutes les autres thématiques de marché à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et est-ce que, alors, plus globalement, parce que là on parle beaucoup des législatives françaises, mais est-ce que plus globalement vous sentez le marché, les marchés essoufflés, les marchés européens, Wall Street également, comment est-ce que vous sentez le potentiel à venir des marchés dans la mesure où plusieurs membres de la Fed là s'expriment, toujours pas plus d'ouverture sur des baisses de taux, on approche quand même du mois de septembre, désormais on est presque à l'été, on croit toujours à ces baisses de taux et quand elles vont arriver, elles pourraient apporter du potentiel supplémentaire ou elles sont déjà dans les cours et finalement quand on aura la nouvelle, on risque de la vendre en bourse. Qui se jette à l'eau là-dessus? Oui, et les résultats, les publications des entreprises aussi qui vont démarrer, parce que mine de rien, on arrive sur le mois de juillet. Là, est-ce que ces publications seront un catalyseur, un moteur de plus pour le marché? Enfin, qu'est-ce que vous en attendez de cette saison de publication qui approche, Igor? Je pense qu'on en attend la confirmation que la croissance économique mondiale, certes, c'est un peu affaissée, mais qu'elle est toujours autour de 7, de 8 sur cette année et un peu plus l'année prochaine. Donc, s'il n'y a pas de dérapage sur cette croissance économique mondiale, avec des conditions d'octroi de l'argent moins coûteux, avec
une ouverture des vannes du crédit en zone euro, les conditions en fait dans lesquelles les entreprises travaillent sont les mêmes. Donc il n'y a pas forcément de raison que les entreprises publient des mauvais résultats ou un changement de cycle. Moi, j'en vois pas, mais peut-être qu'on aura une surprise. Il y a évidemment les valeurs technologiques qui sont des phares en matière de publication, mais qui sont pas non plus le reflet de la croissance économique mondiale. Mais c'est vrai qu'elles sont tellement à la mode, tellement détenues qu'elles sont très scrutées. Et ça peut faire basculer un peu l'opinion des investisseurs, parce que quand Nvidia déçoit un peu, elle va perdre beaucoup, donc il y a des milliards, des centaines de milliards de capis qui vont s'évaporer, mais c'est plus psychologique pour moi. On se disait, parce qu'en fin de semaine dernière et en début de semaine, certaines techs, notamment Nvidia, avaient chuté de plus de 10%, on se disait, ça y est, c'est le début, le vrai début de la rotation sectorielle. On voit que depuis, Nvidia a récupéré à nouveau du terrain, encore en hausse aujourd'hui, une hausse hier de 6% aussi. Voilà, on n'est toujours pas sur la rotation sectorielle. Et on entre dans la data room. C'est votre hug avec les datas. Rien n'embrasse mieux le réel qu'une bonne data. Ils viennent avec des datas hallucinantes, impressionnantes, qui en disent plus qu'un long discours. Thierry et Igor, êtes-vous prêts ? Oui. Vous avez chacun 1 minute pour nous livrer une data forte. On va démarrer avec vous, Igor. Votre chiffre ce soir, un peu plus de 33 700. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est pas le prix du lingot, c'est simplement la valeur de l'indice action italien, le FTSE MIB, qui regroupe les 40 plus grandes valeurs italiennes. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que c'est un indice qui présente une décote d'environ 20% par rapport à son historique, qui en valeur absolue se paye moins de 10 fois les bénéfices. Certes, il est très polarisé sur le secteur financier, les banques, les assurances, les asset managers, les gérants d'actifs. Et c'est aussi un indice qui est en décote par rapport à l'indice général européen d'une 30aine de %. On l'a vu budgétairement, l'Italie est un pays qui a fait des efforts sur sa dette, c'est un pays qui est exportateur, c'est un pays qui est industrialisé et c'est peut-être un exemple à suivre pour nos dirigeants français en tout cas, même si le pays connaît aussi des difficultés, mais je trouve que la valorisation des quand on prend l'Italie en exemple, c'est quand même le signe que tout ne va pas bien, on est d'accord ? Écoutez, ça a été un exemple historique pour nous. Il y a eu des grands dirigeants italiens qui sont venus nous donner la leçon, Catherine de Médicis, Machiavel. Donc non, je crois qu'on doit relire l'histoire. C'est un pays qui politiquement a donné beaucoup d'impulsion finalement à ce qu'on voit aujourd'hui, le populisme avec Berlusconi, les mouvements de gauche avec la 5 étoiles, et puis cette union autour de la droite dure ou forte. Donc non, je pense que c'est un bon marqueur et il ne faut pas mépriser nos cousins latins, au contraire. On les aime. En tout cas, en matière financière et d'épargne, ils sont très bons. Et le FTSE MIB, donc la bourse de Milan, pour vous, présente l'un des meilleurs potentiels européens, mieux que le CAC 40, plus que le CAC 40 c'est pas tout à fait le même indice, parce que le CAC 40, il est étiré entre des grandes valeurs de croissance mondiale et des plus petites, des valeurs très domestiques et des valeurs très, par exemple, conso luxe chinoises. C'est moins vrai pour l'Italie, et c'est encore moins vrai quand on descend sur les small et mid cap italiennes, où là, il y a des très belles histoires industrielles, domestiques et internationales. Igor s'est livré pour